Nous comprenons l'appel du président Trump pour que ces soldats soient traités avec des considérations humaines. À cet égard, je souligne que s'ils déposent les armes et se rendent, on leur garantira la vie et un traitement digne, conformément aux normes du droit international et aux lois de la Fédération de Russie. Sylvie Berman, là, nous avons besoin de vos lumières. Donc effectivement, parce que là, c'est du langage très diplomatique de la part de Vladimir Poutine qui veut dire quelque chose, c'est-à-dire il ne pouvait pas ne pas répondre à la demande de Donald Trump, mais en même temps, comme il n'a pas encore vu ni parlé à Donald Trump, il dit pas grand-chose. Donc là, précisément sur le fait qu'il faut traiter dignement les soldats ukrainiens et surtout faire en sorte qu'ils rendent les armes. Parce que c'est complètement, ça va à l'encontre de cette citation de Donald Trump que je vous ai lue au début. Et les Ukrainiens d'ailleurs se sont récriés. Donald Trump qui disait oui, les Ukrainiens sont encerclés. Effectivement, c'est un massacre. Il faut arrêter le massacre. Oui, en même temps, Trump avait dit déjà il y a quelques jours qu'on serait surpris par la générosité de Vladimir Poutine. Alors, il parlait pas de Kursk en particulier, mais c'est peut-être... Attendez, ils se comprennent à demi-mot, d'après ce que vous êtes en train de me dire, là. C'est fou, ça. C'est probablement à ça qu'il faisait allusion, parce que ça a été discuté probablement depuis longtemps. C'est un gage de bonne volonté des Américains, de leur permettre de reconquérir Kursk. Et puis, en même temps, Poutine, qui a traité tous ces gens de terroristes, fait preuve, effectivement, de magnanimité en parlant d'attitude humanitaire. Mais ce que ça montre à ce stade, c'est que c'est un rôle joué essentiellement par les Américains. De toute façon, c'est à l'avantage de Vladimir Poutine parce qu'il voulait ce départ. Et maintenant, il faudrait savoir ce que Trump a obtenu en contrepartie de cela. Voilà. On est dans cette attente, absolument. Xavier Titelman, si vraiment les Ukrainiens voulaient tenir bon, coûte que coûte, à Kursk, combien de temps est-ce qu'ils tiendraient à ce rythme-là? C'est-à-dire avec les efforts qui ont été redoublés par les Russes et avec le fait qu'en effet, là, on est devant une négociation qui va quand même falloir, anticiper un peu. Là, il n'y a plus rien à tenir. La vraie place forte, c'est Soudja. La ville de Soudja, elle avait été barricadée, préparée, avec des embuscades possibles, avec des trucs enterrés. Mais elle est prise, là, par les Russes. On leur a demandé de partir sans la défendre. Donc maintenant qu'il y a... Donc en fait, ce que vous dites, Xavier, parce que je sais que tout le monde nous comprenne, celles et ceux qui nous regardent, vous pensez que les Russes n'ont pas pris cette ville de Soudja, mais que les Ukrainiens les ont laissé la prendre. C'est ce que vous pensez? Ils ont reculé, on leur a donné l'ordre de reculer, on leur a même... Oui, mais pourquoi leur a-t-on donné l'ordre de reculer? Trump exige que cette zone soit libérée pour pouvoir commencer à accepter le cessez-le-feu. Mais si on vous sait, ça veut dire que mécaniquement, à partir de maintenant, on va se retirer de l'ensemble de Kursk. Il n'y a plus une seule localité qu'on va garder. Si on gardait Soudja, que c'était la seule intéressante... Je suis convaincu que d'ici 48 heures, la poche de Kursk n'existe plus. Je suis sûr qu'ils vont l'abandonner et sans combattre, puisqu'ils reculent plus vite que ce que les Russes pensent. Michel Goya, vous êtes d'accord donc là-dessus militairement ou vous mettez des nuances? Oui, vous voyez la carte, les taches bleues là, c'est rien. Hein, oui, mais moi ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est est-ce que c'est la volonté, c'est-à-dire les Ukrainiens qui obéissent aux ordres de leur état-major pour plaire à Donald Trump, ou est-ce que c'est militairement parlant parce qu'ils n'étaient pas capables de résister à l'offensive des Russes? Ça, je pense qu'on aimerait savoir. La vitesse, effectivement, de ce repli est assez troublant, quoi. Alors qu'on est quand même globalement sur des batailles qui sont extraordinairement lentes jusqu'à présent. Là, on a d'un seul coup une décision qui est prise très vite. Alors, encore une fois, les Russes peuvent manœuvrer, ils ont le droit de manœuvrer relativement brillamment, mais c'est troublant. Alors moi, j'ai pas d'éléments particuliers pouvant dire que c'était un repli organisé et imposé par les États-Unis en préalable. C'est bien ce que je pensais, que vous alliez nous dire ça. Vous n'avez pas d'éléments. Mais vous soulignez quand même. Attendez, on va laisser terminer Michel. Non, voilà, donc j'ai pas d'éléments pour l'affirmer. Effectivement. Juste un ordre de grandeur. Les Russes progressent chaque jour autant que dans chacun des mois précédents. Ils avancent 30 fois plus vite depuis une semaine. C'est pas parce que les Ukrainiens savent plus se battre d'un coup. Les Ukrainiens aujourd'hui, ils avancent vers Toretsk, vers Chassivyar, vers Pokrovsk. Donc ce sont des décisions politiques. Exactement, c'est pas militaire. Les Ukrainiens
obéissent à ce que leur demande Donald Trump, et les Russes en profitent pour récupérer effectivement leurs terres et mettre en scène une victoire. Voilà, exactement. Ce n'est pas une victoire militaire. En réalité, il offre une victoire à Vladimir Poutine, qui est transformé en sorte de grand Stalingrad. Là, maintenant, on parle de prisonniers, de poches, de trucs. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, Stalingrad. Hein. Bon, évidemment, 1000 fois plus grand. Bien sûr. Mais on essaie, voilà, on monte la mayonnaise sur cette victoire. Et Poutine, il vient sur place oui, on l'avait rarement vu comme ça. Hein. En chef de guerre, etc. Donc, c'est de montrer, voilà, c'est le triomphe. Alors, ce triomphe peut être effectivement le préalable en disant, voilà, ça y est, maintenant on a gagné. Et donc, ça peut être effectivement le préalable à quelque chose d'autre. Sauf, général, si c'est en effet une belle manœuvre de la part des Ukrainiens, vous allez voir où je veux en venir, parce qu'en effet, en faisant ça, on se range du côté du plan de Donald Trump, et donc, mécaniquement, on évite de se le mettre à dos. Et ça, on a vu que c'était plutôt utile dans cette négociation. Absolument. Moi, est-ce qu'on peut remontrer la carte? Parce que moi, il y a un indice qui nous permettra de répondre, mais dans les prochains jours. Quand vous voyez la carte, vous voyez des taches jaunes, et il y a une tache jaune foncée, puis il y a une tache jaune claire. Et cette tache jaune claire, à côté là de la tache bleue, c'est finalement des forces russes qui sont entrées en territoire ukrainien. Ce qui va être intéressant de savoir, c'est soit c'est une débandade, une retraite accélérée, peu importe le nom. Et dans ce cas-là, les Ukrainiens sont bousculés. Et dans ce cas-là, les Russes peuvent poursuivre et quelque part avoir ce qu'on appelle un droit de suite, c'est-à-dire continuer à rentrer dans le territoire ukrainien. Soit ils s'arrêtent pile à la frontière. Ça, on va le savoir d'ici 2, 3, 4, 5 jours. C'est ça qui va être l'indice qui va nous permettre, a posteriori, de répondre à votre question. Aujourd'hui, je suis un peu gêné de répondre parce que je suis d'accord avec Michel. Si vous observez la mécanique depuis 3-4 semaines, vous apercevez qu'il y a quand même eu des combats. Il n'y avait qu'une seule route d'approvisionnement. Et quand vous regardez, depuis 3-4 semaines, il y a quand même énormément de véhicules et de blindés ukrainiens qui ont été détruits parce qu'elle était battue des deux côtés par les Russes. De plus en plus bloquée. Il y avait quand même une pression militaire et des combats qui se sont déroulés sur les 3 ou 4 dernières semaines qui font que cette poche était quand même très fragilisée. Après, je suis pas en train de dire que ce que vous racontez, Xavier, est faux. Je dis juste, ces 2-3 derniers jours, c'est une chose. On observe malgré tout une pression qui était réellement militaire, et je le rappelle, qui a été prise il y a 4 semaines. Et c'est ça qui est important, parce que ça nous mène à l'aspect politique et diplomatique. Alors, si l'histoire s'est accélérée ce mardi avec la rencontre américano-ukrainienne à Jeddah, en Arabie Saoudite, qui a abouti justement à ce que les Ukrainiens acceptent une trêve totale, reconductible de 30 jours, eh bien, l'histoire se remet à bégayer aujourd'hui avec l'acceptation conditionnelle du président russe Vladimir Poutine. On va essayer de comprendre quelles sont ses exigences. Écoutons Vladimir Poutine sur justement ces nuances. Nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les hostilités, mais nous considérons que cet arrêt doit être fait de telle sorte qu'il mènerait à une paix durable et qui supprimerait les questions profondes, les causes profondes de cette crise. Et nous sommes en faveur d'un cessez-le-feu, mais il y a des nuances. Alors, Sylvie Berman, est-ce qu'on peut penser que les positions maximalistes des responsables russes seraient, comme le pensent les responsables américains, une façon typique normale de rentrer dans la négociation pour ensuite obtenir moins? Ou est-ce que ces positions vont rester maximalistes? Qu'est-ce qu'on peut en déduire quand on entend Vladimir Poutine? Alors effectivement, elles sont maximalistes puisque ils rappellent en gros toutes ces exigences, c'est-à-dire le règlement des causes de la crise. Voilà, ils répètent toujours cela. Expliquez-nous ce que ça veut dire, les causes. Les causes profondes de la crise, c'est d'abord Volodymyr Zelensky, puisque son objectif au départ était de l'éliminer. Et puis, c'est globalement l'OTAN et les questions de sécurité, la neutralité de l'Ukraine. Il va essayer d'obtenir un... Bon, l'OTAN, l'Ukraine n'a aucune chance de rentrer dans l'OTAN. Ça, Poutine sait que Trump est d'accord avec lui. Absolument. En revanche, ce qui se pose, c'est la question de la sécurité de l'Ukraine. Les garanties. Les garanties et en interne le maintien d'une armée quand même. Parce que lors des négociations qui avaient eu lieu en Turquie, il y avait eu un accord sur une armée réduite à 50 000 hommes. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui après toutes les victimes et les menaces qui pèsent sur le pays. Donc il rappelle toutes ces exigences. Maintenant, enfin, il rappelle pour le moment sans le dire vraiment. C'est-à-dire c'est un peu du sang.
C'est-à-dire, je pense que tout le monde le comprend. C'est-à-dire, il dit oui. Parce que il dit oui, mais plaire à Trump, mais il dit oui, mais. C'est ça. Et évidemment, c'est dans le mais que se trouvent les détails. C'est ça. Et le diable. Voilà. L'entourage, d'accord. Est-ce que c'est du oui mais Est-ce que c'est du oui mais ou est-ce que c'est pas un peu du non quand même? Parce que c'est pas du oui mais, c'est du peut-être mais. En fait, il n'y a pas de bonne composition. En fait. Non, c'est peut-être mais non. Oh. C'est pas totalement non, je pense, parce que s'il y a eu cet accord sur Koursk, ça veut dire quand même que ils sont prêts à des négociations. Et je pense que Donald Trump ne lâchera pas là-dessus. Mais est-ce que finalement un oui mais n'est pas un non diplomatique? Vous le savez mieux que personne, Sylvie Bermann. Oui, mais... Oui, mais, ah là là. J'étais sûre que vous alliez être prise au piège du oui, mais... Non, mais en fait... C'est confortable, oui, mais... Bien sûr, mais il n'empêche que vous ne fermez pas la porte à la négociation. Donc, il y a encore des possibilités. Et de toute façon, c'était impossible pour Vladimir Poutine de dire un oui franc et massif sur une proposition qui n'est pas seulement une proposition américaine, qui est présentée comme une proposition américano-ukrainienne. Donc, c'était impossible diplomatiquement. On est toujours, Olivier Kemm, sur la même volonté de la part de Poutine de rester celui qui dicte le tempo, celui qui dicte les règles, quitte à ce qu'on n'ait vraiment pas grand-chose à faire du fond, mais que juste sur la forme, on apparaisse comme celui qui soit on top. Le fond et la forme, hein. C'est toujours très important, Guillaume Serra. Il a une position forte, Vladimir Poutine. Cela étant, il doit faire attention à ménager Trump. Parce que... Il ne va pas lui déplaire. Ben oui, et surtout, il ne doit pas lui infliger des rebuffades tellement criantes, tellement aveuglantes, que ça mettrait Trump en difficulté, pas tellement sur la scène internationale, parce que ça, Trump, on n'a rien à faire, mais sur la scène politique intérieure. Donc, il doit faire en sorte que finalement, son 8 mai soit considéré, et d'ailleurs je pense que ça a été le sens du tweet de Donald Trump, soit considéré comme une victoire américaine, Trump faiseur de paix, etc., etc. Sachant que, sur le fond, rien n'est réglé, à mon sens. En revanche, sur la scène intérieure, Trump va pouvoir, j'imagine que va pouvoir en tirer profit. En tout cas, écoutons la réaction, bien évidemment, qui est arrivée très rapidement de Volodymyr Zelensky à propos de... Parce que c'est du ping-pong, mesdames et messieurs. On a droit à du ping-pong, bien évidemment. La balle est dans un camp, ensuite elle est dans l'autre camp. Et étant donné que Volodymyr Zelensky n'est plus en face de Donald Trump, où ça s'est très mal passé, eh bien, c'est plus facile de réagir et de donner son impression et de faire réagir par des tweets quand on est chez soi. Et c'est ce que fait Zelensky. Écoutons ce qu'il a dit tout à l'heure à ce propos. Nous avons maintenant tous entendu les propos très prévisibles et très manipulateurs de Poutine en réponse à l'idée d'une trêve sur le front. Il prépare en fait un refus dès maintenant. À Moscou, il formule l'idée d'une trêve avec des conditions préalables de telle sorte que rien ne fonctionnera, ou le moins longtemps possible. Xavier Titelman, rien ne fonctionnera ou le moins longtemps possible. C'est l'expérience qui parle. Oui. Donc, c'est-à-dire, vous, dont je sais que vous prenez le parti de l'Ukraine, mais est-ce que vous êtes donc convaincu que tout ça ne sert à rien, c'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner? Je pense que la Russie n'acceptera un vrai cessez-le-feu que sous la contrainte militaire de savoir qu'elle ne peut pas avancer davantage. À chaque fois qu'il y a eu des cessez-le-feu, on regarde Minsk, le lendemain de la signature des entrées des accords de Minsk et du cessez-le-feu, le lendemain, le bataillon Haïdar ukrainien en retrait de la ligne de front conformément aux accords a été attaqué par les Russes, par le bataillon néo-nazi russe Rouzitch, pour mettre fin à ce cessez-le-feu. Et ils ont attaqué la Russie a continué à attaquer jusqu'à prendre l'aéroport de Donetsk. Les Ukrainiens sont habitués à avoir des fausses discussions de la part des Russes et des faux cessez-le-feu qui sont des opportunités pour les Russes pour se regrouper et pour attaquer. Si je comprends bien, aujourd'hui on s'achemine vers un cessez-le-feu à la Minsk, que d'aucuns considèrent comme Minsk 3, mais qui serait quand même garanti, enfin c'est ce qu'espèrent les Européens et évidemment les Ukrainiens, qui serait garanti par des forces, et des forces européennes. Pour le moment, ça n'est pas accepté par la Russie. C'est bien pour ça que la Russie ne l'accepte pas. C'est parce qu'elle ne souhaite pas d'un cessez-le-feu, elle ne souhaite pas d'une paix, elle ne souhaite pas s'arrêter sur la frontière actuelle. Elisabeth Shepard-Selam. C'est là où la position européenne est la plus importante, parce que ce qu'on voit, et je rejoins ce que disait la générale, la position de Poutine vis-à-vis des Américains est aussi pour un peu plaire à Trump, pour permettre à Trump de gagner en interne, mais c'est parce que
de la même façon, Poutine gagne auprès de Trump, qui a un peu cette ligne. Il a posé ses conditions, notamment cette question des Européens sur le terrain ukrainien, et il va voir aussi si Trump ne l'accepte pas. Et c'est ça un peu l'inquiétude aujourd'hui. Enfin, la Russie dit que s'il y aura des soldats de la paix déployés, elle va considérer ça comme une agression, comme un conflit armé direct. Tout à fait. Donc pour le moment, on en est là. On en est là et on va voir la réaction justement des Américains à ces conditions, notamment à cette question justement des Européens sur place en Ukraine. Alors justement, face à ça, il y a quand même une question qui se pose et que Poutine a posée pour une fois de manière relativement légitime. Oui. C'est si en effet il y a un cessez-le-feu à partir de demain, après-demain, peu importe, qui va s'assurer qu'on contrôlera ce cessez-le-feu? Qui va être garant de dire oui, en effet, il y a eu une trêve qui a été respectée, il y a eu un cessez-le-feu qui a été en effet parfaitement validé, ou de l'autre côté, non, il y a eu des abus. Écoutez la question de Vladimir Poutine. Comment seront traitées les questions de contrôle et de vérification? Comment les autres nous garantiront que les faits ne se reproduiront pas? Comment tout ceci pourra être contrôlé? Ce sont des questions de bon sens et ce sont des questions sérieuses. Qui donnera l'ordre de mettre fin au combat? Quel sera le prix de ces ordres? Imaginons, si les accords sont violés, il y a 2000 km de front. Qui va pouvoir déterminer quand et comment cela se produit? Qui va pouvoir déterminer quand et comment cela s'est produit? Chacun rejettera la faute sur l'autre. Toutes ces questions nécessitent une approche soigneuse d'analyse des deux côtés. Olivier Kempf, là, les propos de Vladimir Poutine sont assez raisonnables. C'est-à-dire, il pose la question de qui contrôlera la chose finalement. Ça, il peut se la poser, les Ukrainiens se la posent, les Russes se la posent, tout le monde se la pose. Si vous voulez. N'est-ce pas? Il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'aspect troupes européennes ou pas. Poutine, les Russes ont dit. Ça, ils sont contre. Et d'ailleurs, les Américains et Trump a dit, moi, pas de garantie. Souvenez-vous, quand Macron y a été il y a 3 semaines, justement demander une garantie américaine aux troupes européennes, Trump a dit non. Donc, au moins, visiblement, Moscou comme Washington sont d'accord sur le fait de ne pas mettre de troupes européennes. Au détriment de ce que veulent les Européens, mais c'est un autre sujet. Ah oui. En revanche, là, on n'est pas d'accord. C'est un autre sujet, un gros sujet. Je reviens à votre question sur la déclaration de Poutine. Comment est-ce qu'on fait contrôler pour contrôler ce cessez-le-feu? C'est pour ça que ce débat sur le cessez-le-feu actuel et le oui mais non, etc., est intéressant parce que même s'il ne va pas déboucher immédiatement, les Russes comme les Américains vont discuter des détails. Ils vont discuter des détails d'un cessez-le-feu aérien, des conditions, est-ce que, etc., combien de kilomètres, etc., d'un cessez-le-feu maritime, d'un cessez-le-feu terrestre, etc. Tout un tas d'aspects techniques qui font partie d'une négociation beaucoup plus globale, parce qu'on va parler à un moment des sanctions, on va parler des prisonniers, on va parler des orphelins, on va parler de tout un tas de choses à côté de la seule question des combats. Et tout l'enjeu des négociations dans lesquelles nous entrons, c'est d'avoir des réponses au moins partielles à tous ces sujets. Donc, quand je dis que c'est une étape... Vous dites qu'on n'y est pas. Voilà. On démarre, et ça va prendre du temps. Et ça va prendre des semaines. Il faut être assez transparent. Il ne faut pas croire que c'est la semaine prochaine. Même un cessez-le-feu, même juste l'élément du cessez-le-feu qui n'est qu'une partie, finalement, assez minime de grand accord, même ça va prendre des semaines à négocier. Sylvie Berman, lors de son dernier discours, Vladimir Poutine a salué le travail de l'Afrique du Sud, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, justement, pour la paix. Est-ce que cet hommage appuyé n'est pas une manière de dire, si on mettait en effet des troupes de ces pays des BRICS sur le terrain en Ukraine, ça pourrait finalement convenir, je pourrais accepter qu'il y ait des troupes étrangères? Oui, bien sûr, mais enfin ça c'est évident depuis le début qu'il ne peut pas avoir des pays qui considèrent non seulement comme inamicaux, mais comme ennemis et des membres de l'OTAN. Mais que des pays amis, ça va être compliqué aussi. Mais non, mais justement, la possibilité, c'est peut-être d'avoir une coalition de volontaires qui comprendrait les pays amis, et puis peut-être effectivement quelques pays européens qui feraient partie de cette mission. Mais les accords de Minsk, par exemple, ils étaient vérifiés par l'OSCE. Et l'OSCE faisait du notariat, en fait. Ils relevaient les violations du cessez-le-feu d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, il y en avait plus du côté russe, mais il y en avait aussi du côté ukrainien. Mais maintenant, l'OSCE a complètement disparu. Il faut trouver une solution. Une instance pour vérifier. Michel Goya, mais pourquoi est-ce si difficile d'aboutir à un cessez-le-feu? Parce que je pensais naïvement que donc quand là on est en 2 étapes, c'est-à-dire je pensais que
on commence par un cessez-le-feu parce que c'est plus facile, parce qu'on peut y arriver peut-être plus rapidement, et ensuite on va dans le dur des négociations. Mais même le cessez-le-feu semble être difficile. Bien sûr, mais comme l'expliquait Olivier... Donc historiquement, c'est comme ça dans toutes les guerres. Bon, et puis je rappelle que, par exemple, la Corée, les négociations elles ont duré 2 ans. Quoi. Il y a eu des combats pendant 2 ans avant qu'on fasse même simplement un armistice, enfin qu'il y ait un cessez-le-feu. Ça pourrait être le cas ici, là. On pourrait vraiment mettre des mois, voire des années. Des mois, possiblement, oui. C'est des années, je pense pas. Tant que Donald Trump ne se lassera pas, hein. Oui, ou Trump. Faut pas oublier que Poutine, lui, il a le temps, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. On va y venir. Alors que Trump est pressé. Voilà. C'est là, exactement. Maintenant, sur le cessez-le-feu lui-même, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des troupes. Hein. Je parlais de la Corée. Il n'y a pas eu de troupes d'interposition pour observer. Alors, il faut techniquement, il y a une DMZ, c'est-à-dire que voilà. Une zone démilitarisée. Zone démilitarisée. On s'écarte de la ligne de contact. Voilà, on la neutralise de certaines façons pour éviter au moins qu'il y ait des accrochages et qu'on se tire dessus directement. Donc ça, ce serait peut-être un préalable. Ensuite, pour observer les cessez-le-feu, effectivement, des observateurs suffisent. Pour le reste, des bataillons de casques bleus, je veux dire, autant mettre des mannequins en bois. Ça coûte beaucoup moins cher. Oui, d'accord. Juste une remarque du côté en Corée du Sud, il y a quand même 30 000 soldats américains. Oui, ils sont pas loin. Non, mais ils sont pas sur la ligne de contact. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Là, au moment des combats. Oui, mais ça, ça suffit oui. pour être dissuasif. Ah oui. Juste le préalable pour un cessez-le-feu qui soit un succès, c'est que l'agresseur ou celui qui envahit s'arrête. On a un exemple réussi, le 3 mars 1991, cessez-le-feu entre les forces qui ont envahi l'Irak et les forces irakiennes. À partir du moment où les Américains, nous, on arrête de taper, en face, ils arrêtent de répondre, et ça s'arrête. Ouais. Il y a un cessez-le-feu le jour où les Russes arrêtent de tirer. Et si c'est compliqué de le faire au sol, faisons le cessez-le-feu aérien et maritime et naval, tel que mais ça, c'est abandonné, Xavier Tickelman. Ça, c'était l'idée de Zelensky, et d'ailleurs de Macron, ça a été complètement abandonné. Les Ukrainiens ont accepté ce que leur ont demandé d'accepter les Américains. Donc c'est un cessez-le-feu qui n'est pas exclusivement, comme vous le disiez, maritime et aérien. Il est aussi terrestre. C'est bien la preuve. Quand ils l'ont proposé, Zelensky a dit faisons-le. Le soir même, la Russie a bombardé, a lancé plus d'une centaine de missiles sur l'Ukraine.